a donné un soutien logistique, qui a reçu un soutien logistique et financier. En ce qui concerne le paragraphe 23, la même chose peut être dite au sujet du ministère de l'Intérieur et de la DB de Serbie. J'ai déjà identifié la DB, le service de sécurité d'État, en tant que un organe important s'agissant des groupes qui ont perpétré les crimes dans les différents théâtres du conflit. J'ai déjà parlé de l'aspect financier, mais il ne faut pas oublier que les mécanismes financiers complexes employés par cet accusé afin de financer les organes qui commettaient les crimes sur le terrain contiennent une continuité du début à la fin. Et nous espérons que nous aurons suffisamment de moyens pour le montrer. Ceci est décrit dans le paragraphe 25 qui décrit le rôle d'un certain nombre de banques. En ce qui concerne le paragraphe 27, peut-être ce qui stipule est tout à fait évident, mais néanmoins, je pense que ceci mérite d'être répété. En ce qui concerne ces procès, ou ce procès, il porte surtout sur deux aspects importants. Les constatations de la Chambre concernant ce que l'accusé a fait et concernant ses motivations. Nous considérons que si l'on présente les moyens de preuve tous ensemble, la Chambre de première instance aura plus de facilité à constater quel a été le rôle de l'accusé à quelque période que ce soit et à suivre l'évolution de la situation au fur et à mesure que le temps passait. Le juge Robinson, Monsieur Nice, bien sûr, la Chambre devra également prendre en considération la question de savoir si les opérations précédentes si le fait d'examiner d'abord les opérations précédentes peut porter préjudice à l'accusé concernant les opérations qui ont eu lieu par la suite. Monsieur Nice, je pense que je peux vous fournir une explication. Parlons maintenant de la législation ou du cadre domestique national. Si, par exemple, s'agissant d'un crime, disons le crime A, l'accusé dit quelque chose qui peut lui porter préjudice, mais ne concerne pas les crimes B et C dont traitera également la Chambre de première instance, la Chambre de première instance ne devrait pas tenir compte de ce premier élément. Mais ici, nous parlons de l'état mental. La Chambre se penchera sur les déclarations faites publiquement par l'accusé au cours d'une certaine période et ceci ne devrait pas pouvoir lui porter préjudice. Il s'agira des déclarations qu'il a faites au cours des entretiens avec les officiels et les représentants de la communauté internationale. Peut-être les personnes qui étaient proches de lui à l'époque pourront parler de son buste en général, mais nous considérons que les moyens de preuve porteront sur son souhait de se maintenir au pouvoir afin d'aboutir à un seul but, à savoir l'État serbe. Et je considère
il n'y a aucun risque qu'un quelconque préjudice lui soit fait. Ensuite, nous allons nous pencher sur les changements de la Constitution auquel il a procédé, ce qui montrera encore une fois l'état mental dans lequel il se trouvait au moment où il a perpétré cela. Nous considérons qu'il sera utile à la Chambre de voir de quelle manière la situation évoluer avec le temps. Et je pense qu'il s'agit là d'une affirmation tout à fait raisonnable. Peut-être il y aura parfois des procès où il sera nécessaire de se pencher sur le contexte général dans son intégralité afin de mieux comprendre le contexte de ce procès concret. Et nous considérons que s'agissant de l'affaire qui nous intéresse, il s'agit là d'un procès où ceci serait nécessaire par excellence. Le juge Robinson, vous avez mentionné l'affaire Peckman et vous avez dit que quelque chose allant dans le sens que les moyens de preuve versés au dossier préalablement pourraient être admissibles et dans des situations où ceci ne serait pas admissible, les moyens de preuve versés au dossier ultérieurement ne seraient pas complets ni ou compréhensibles. Le juge Robinson, est-ce que vous êtes en train de dire que, s'agissant des opérations ultérieures, que ce soit en Croatie ou au Kosovo, que les moyens de preuve concernant cela ne seraient pas complets ou compréhensibles, à moins d'entendre, de verser au dossier tout d'abord les moyens de preuve concernant les opérations en Bosnie? Monsieur Nice, je pense qu'il faut surtout insister sur le terme incomplet et non pas tellement incompréhensible. Je pense que l'image d'ensemble serait incomplète. Le juge Robinson, votre théorie me pose un problème, la théorie de la création de la Grande Serbie qui devrait relier les trois opérations, si j'ai bien compris. Je trouve qu'il s'agit là d'un fil extrêmement fin qui doit relier les allégations du procureur concernant ces trois opérations. Dites-moi si vous êtes d'accord avec l'affirmation suivante. La conclusion que la création de la Grande Serbie constitue le lien qui relie l'ensemble serait plus crédible et beaucoup plus fiable si elle était corroborée par la communauté en ce qui concerne le lieu et le temps. Lorsque les lieux et les temps diffèrent, cette conclusion concernant cet aspect-là est plus difficile à tirer, à mon avis. Or, dans la présente affaire, nous traitons des lieux et des périodes différents, au moins en ce qui concerne le Kosovo. Donc, je pense qu'il ne sera pas facile pour vous de vous appuyer uniquement sur la création de la Grande Serbie en tant qu'élément qui relie l'ensemble. Parce que je pense que ceci ne peut pas justifier la théorie du plan commun. Parce que si ceci faisait partie d'un plan commun, et si ce plan s'exécute au bout de 6 à 7 ans,
Je pense qu'il est très difficile de démontrer cela. Et je pense que compte tenu de la séparation sur le plan temporaire, il serait très difficile d'examiner cela comme une opération de plan commun. Monsieur Nice, merci de ce commentaire, Monsieur le juge. En ce qui concerne le terme de la Grande Serbie, je l'ai d'une certaine manière déjà atténué, mais il s'agit en fait de la centralisation de l'État serbe dans les parties peuplées par la population serbe. En ce qui concerne la différence entre l'acte d'accusation pour le Kosovo et les deux autres actes d'accusation, j'ai déjà quelque peu traité de cela, mais je souhaite ajouter un certain nombre d'éléments. Et peut-être la tâche de la Chambre de première instance a été rendue plus difficile puisque les actes d'accusation ont été rédigés à des moments différents. Et c'est pour quoi le contexte général concernant le Kosovo n'a pas peut-être reçu suffisamment d'attention. Mais je souhaite ajouter la chose suivante. Il existe des moyens de preuve, non pas seulement concernant la répression généralisée qui a été appliquée au Kosovo dès le début des années 90 par le biais de la législation concernant les restrictions de l'emploi des personnes d'appartenance ethnique albanaise de Kosovo, le contrôle des médias effectué en juillet 92, le licenciement des employés dans le domaine de la santé, des employés d'origine albanaise, encore une fois en 90, et puis bien sûr l'abolition du système d'éducation du Kosovo qui a eu lieu en août 90 et puis les lois adoptées en 91 par le biais desquelles la police yougoslave a remplacé la police albanaise, etc. Donc déjà à ce moment-là, un nettoyage ethnique a commencé à avoir lieu dans une mesure limitée à Mitrovica, par exemple, où les policiers serbes se sont joints au peloton paramilitaire pour procéder à la violence à l'encontre de la population. Pourquoi dis-je cela? C'est pour expliquer que les événements qui se déroulaient dès le début des années 90 constituaient des violations des droits de l'homme. Et pendant que d'autres conflits se déroulaient ailleurs, au Kosovo, ce genre de violations des droits de l'homme se sont poursuivis. Il ne s'agissait donc pas des événements isolés qui ont eu lieu uniquement en 99. En ce qui concerne les événements précédents, peut-être il n'est pas nécessaire de les mentionner dans le cadre des chefs d'accusation compte tenu de leur manque de gravité, mais tout ceci montre clairement la cohérence dans tous ces événements. Donc, bien sûr, si nous avons commis des erreurs lors de la rédaction de l'acte d'accusation du Kosovo, nous le regrettons. Peut-être si nous étions conscients de tous les aspects juridiques potentiels, nous aurions rédigé cela d'une manière différente. Le président, le problème ne se limite pas à la manière dont l'acte d'accusation est limité.
La question est de savoir quelle est la pertinence des événements qui se sont déroulés en Croatie et en Bosnie en 91 et 92 par rapport aux événements au Kosovo qui fait partie de la Serbie et de la République fédérale de Yougoslavie en 99. Il s'agit là des événements tout à fait différents et les questions différentes se posent à leur sujet. Peut-être vous pouvez avancer l'argument selon lequel la Bosnie et la Croatie devraient faire l'objet d'un seul procès, puisque ces deux actes d'accusation concernent le même type de conflit dans deux États limitrophes, le même type de responsabilité, c'est-à-dire l'accusé qui agissait de manière indirecte par le biais d'autres personnes. Mais à la différence de cela, en ce qui concerne l'acte d'accusation du Kosovo, non pas seulement les événements sont différents, mais la responsabilité est différente aussi, puisque le Kosovo faisait partie de la République fédérale de Yougoslavie et l'accusé agissait directement par le biais des commandants de différents organes qui ont perpétré les crimes, comme vous l'avez dit. Compte tenu de tout cela, peut-être vous pourriez avancer l'argument selon lequel les deux actes d'accusation devraient faire l'objet d'un seul procès, mais pas le Kosovo qui devrait faire l'objet d'un procès séparé. Peut-être vous pourriez prendre cela en considération. La raison pour laquelle je parle de cela est que derrière tout cela, il faut parler de l'aspect d'organisation du procès, de la manière comment faut-il gérer le procès. Vous allez parler d'un grand nombre de témoins et d'après vos arguments, nous devrions nous attendre à un procès qui durerait 2 à 3 ans. Or, ceci me paraît très difficile à mettre en œuvre. Monsieur Nice, est-ce que je peux tout d'abord traiter de ce dernier point que vous avez soulevé? Je pense que j'ai déjà présenté la plupart de mes arguments, mais compte tenu de la manière dont vous avez formulé votre question, je vais me prononcer de manière plus précise. Nous considérons, avec tout le respect que nous vous devons, qu'il s'agit des opérations qui faisaient partie du même plan général, mais mis à part cet argument-là, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il s'agit ici d'un homme qui essaye de temps en temps de se distancer par rapport aux crimes qui ont été commis en son nom, d'après nous. Nous pouvons trouver plusieurs références à cela par le biais des déclarations faites des hommes politiques et des militaires de haut rang qui ont eu des contacts directs avec lui. Et nous considérons que malgré ces tentatives de sa part, il a été l'un des acteurs principaux dans ces événements. Ce qui s'est produit en son nom s'est produit en fait sous son contrôle et ceci est devenu évident pour tout le monde au moment où ces premiers conflits ont éclaté. Il est devenu évident pour tout le monde de quelle manière les politiques qu'il avait mis en place ont abouti
à des crimes graves. C'est pour cela que nous considérons qu'il s'agit là d'un lien, puisque les mêmes organes ont perpétré les crimes. Par exemple, les bérets rouges que nous retrouvons par la suite dans d'autres conflits. Et encore une fois, ces bérets rouges appliquaient la volonté de l'accusé au moment des faits. Donc, nous considérons là qu'il s'agit des moyens de preuve extrêmement importants dont la Chambre de première instance doit tenir compte au moment de prendre la décision concernant les événements survenus ultérieurement. Et ceci est important non pas seulement en vertu de l'article 7.1, mais aussi 7.3 du statut. En ce qui concerne le deuxième point soulevé par vous, Monsieur le Président, bien sûr, nous avons pensé à ce problème également. Cependant, même si j'ai déjà présenté les moyens de preuve de l'accusation dans le cadre d'autres affaires, moi-même, je n'ai jamais fait face à une affaire d'une telle ampleur que celui-ci. Nous nous sommes penchés très attentivement sur ce problème et avec tout le respect que nous vous devons, nous proposons à la Chambre de conclure qu'il ne serait pas du tout souhaitable d'avoir une pause entre les procès différents. Mais je souhaite maintenant revenir à la question posée par le juge Robinson, à savoir la question de savoir pourquoi ne faudrait-il pas tout d'abord traiter du procès Kosovo. Et ensuite, je vais parler de la gestion du procès. En fait, je vais tout d'abord dire quelques mots concernant la gestion du procès. Nous considérons qu'il sera tout à fait possible de gérer ce procès en tant que procès constitué en 3 parties et que ceci permettra à la procédure de devenir beaucoup plus économique. Je vais traiter de cela plus en détail lorsque je parlerai des faits, des données statistiques. En ce qui concerne la question posée par le juge Robinson, pourquoi je considère qu'il ne serait pas souhaitable de traiter du procès Kosovo d'abord? Pourquoi? Tout d'abord parce que chronologiquement, il se situe en dernier dans le temps. Donc, si la Chambre de première instance réalisait qu'elle avait besoin des moyens de preuve avancés dans les procès qui concernent les périodes précédentes, ceci ne serait pas du tout possible. Tout ce qu'il pourrait être fait par la Chambre serait de verser au dossier les moyens de preuve qui devraient être versés au dossier par le biais des procès qui concernent la période précédente. S'agissant des victimes et des témoins, ceux qui ont souffert à un stade précédent se verraient devant le report de leur déposition, un report qui risque d'être important. Troisièmement, les 2 premiers actes d'accusation sur le plan temporaire, donc les actes d'accusation concernant la Croatie et la Bosnie, peuvent être interprétés comme plus complets et plus graves. Et sur le plan de principes généraux, il ne serait pas souhaitable de reporter ces 2 procès qui concernent une période
précédentes sur le plan chronologique, de les reporter pour après le procès Kosovo. Ensuite, un autre sujet risque d'être soulevé s'agissant du procès Kosovo, à savoir la question liée au bombardement de l'OTAN. Et pour faire face à tout cela, il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé au Kosovo, quelle que soit la manière dont les choses ont été effectuées, et quel que soit le degré de la participation de l'accusé, le tout peut s'expliquer seulement si l'on prend en considération son comportement à partir de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Donc, cet argument corrobore notre requête aux fins de jonction d'instance et montre de quelle manière les moyens de preuve deviendraient pertinentes, les moyens de preuve concernant le Kosovo et la Bosnie seraient pertinents dans le cadre du procès Kosovo. Donc, ceci constitue nos raisons. Après, nous allons traiter de la gestion du procès. Nous allons donc plaider en faveur de la jonction d'instance et sinon en faveur que l'on fasse en sorte que la chronologie puisse être respectée. Avant de poursuivre, et je sais que j'ai pris beaucoup de temps, le président, un instant, s'il vous plaît. Yes. Le président, veuillez poursuivre. I'm so sorry. Maître Nice, permettez-moi de passer à la page 14 de ma requête. Et il est question ici des droits de l'accusé à avoir un procès correct et rapide. Nous avons déjà abordé partiellement le point qui concerne l'équilibre au niveau des droits, savoir le droit d'étudier les points qui sont favorables ou à des charges, parce que cela ne limiterait pas la possibilité qu'a le procureur de tisser un lien entre les éléments de l'histoire qui ont une valeur de preuve et il s'agit de points que j'ai déjà abordés. Passons maintenant à la page 15 et voir quels sont les points qui pourraient désavantager l'accusé si deux procès devaient avoir lieu.
nombre d'éléments de preuve devraient être cités 2 fois et comme nous le savons, les avocats passent beaucoup de temps à chercher un manque de cohérence et les différences dans la présentation des différents éléments de preuve. Au paragraphe 37, j'évoque les problèmes que cela pourrait poser au niveau de la phase de mise en état. Je pense qu'il conviendrait bien mieux de procéder par une même mise en état. L'accusé se trouvera dans une position où il devra faire face à plusieurs phases de mise en état, donc multipliées, parce qu'il s'agira de plusieurs procès. J'aborderai maintenant la question de l'économie judiciaire, mais avant cela, j'ai quelques notes à recueillir. Yes, and the first point I see is something I haven't articulated. Il s'agit d'un point que je n'ai pas encore formulé. S'agissant de la Croatie, de la Bosnie et du Kosovo, nous avons une concordance qui souligne le caractère ressemblant des événements. À chaque fois, il y avait un risque de démantèlement de l'État, qui était au début la République socialiste fédérative de Yougoslavie et par la suite la République fédérale de Yougoslavie. L'accusé a répondu à cette menace de désintégration, qu'il s'agisse du cas des autres républiques ou des séparatistes kosovars. Donc, il a réagi à cela. Donc, tel est un autre aspect de cette ressemblance. Pendant que cette désintégration de la République était en cours, les mouvements en Kosovo qui ont mené à la désintégration était déjà présent. Donc, il s'agit d'un aspect présent. Je vous reporte à des paragraphes qui traitent de cela dans les 2 actes d'accusation. Dans l'acte d'accusation, il s'agit du paragraphe 53. Dans le contexte du SDS et de Karadzic, il s'agit de réunifier tous les Serbes au sein d'un même État. C'est un autre reflet de ce thème commun sur lequel nous nous appuyons, à savoir le contrôle serbe sur les territoires, un État dominé par les Serbes qui doit comprendre les parties croates et bosniaques, le Kosovo, etc. À présent, je souhaite aborder la question de l'économie judiciaire et je voudrais aborder la première des 5 questions qui ont été posées précisément par la Chambre. La Chambre ne sera pas étonnée de savoir qu'il est difficile d'estimer la durée dans le temps avec une certitude quelle qu'elle soit. La dernière fois, nous avons annoncé à la Chambre que le nombre total des témoins pour les 3 actes d'accusation, donc des témoins qui pourraient être cités à la barre, donc on a été informé de ce nombre. Je me suis polarisée sur les statistiques et j'ai dû en fait faire 2 exercices. Un premier exercice, il a fallu que je me penche sur les éléments de preuve qui seraient présentés, comment les réduire dans leur nombre et la quantité, soit par l'accusation, soit par la Chambre. Et un deuxième exercice, comme je l'ai déjà annoncé, j'ai cherché
à voir quels sont les témoins importants qui seront à notre disposition au début du procès et comment faire que leur déposition réduise le temps dont nous aurons besoin. Permettez-moi de m'expliquer. Essayons de voir comment cela se passe. Si nous avons un témoin qui est un initié, qui peut couvrir une partie importante du sujet d'une manière exhaustive et satisfaisante, ce témoin peut en lui-même nous permettre de réduire le nombre de témoins qui devraient autrement être cités à la barre pour déposer de manière indirecte de ces mêmes choses. J'ai essayé de calculer moi-même combien de temps il nous faudrait. Mes collègues, M. Reineveld et M. Groom, qui n'est pas présent aujourd'hui, ont cherché eux aussi à faire ces calculs.